my name is Julia Steinberger. I'm just going to welcome you and say a few words about what we're doing and why. So what is CLIMACT? So CLIMACT is a joint EPFL and UNIL platform to highlight climate research and teaching and raise ambition on climate action. And we're just getting started, and there were a few things that we wanted to get started earlier than others. So we decided to go with this seminar series right away. We're trying to do these ideas and action seminars every second Monday from 12 to 1 with 2 speakers on different topics. And we really want a different diversity of speakers, as you'll see, from EPFL and UNIL and beyond. And with the cross-cutting goal of raising ambition and going beyond what's already done. So that's very important for us in the seminar series. We don't just want past research, we really want, or past achievements, we really want to sort of think about how we can contribute to the next steps. Please keep your video and microphone off unless you are speaking, no harassment. The seminars will be recorded and will be posted online. The first one already has been. So, and if you want to ask questions, please write them in the chat or raise your hand. The seminars are bilingual in English and French, donc nous sommes aussi francophones. According to the Swiss tradition, every person should use their own language. And the first seminar was already 2 weeks ago, and you can now watch it on YouTube. Oh, by the way, the discussion is not recorded, so don't worry about the discussion being recorded. The talks are recorded. Today, we have the great pleasure of welcoming Dr. Nelly Niwa, who's the director of the Interdisciplinary Center for Sustainability at the University of Lausanne. And she is going to be speaking on Plan Climat, quels besoins des acteurs du terrain. And I'll let Thanos introduce Julia Schmale later. And that is it. So over to you, Nelly. And please feel, Nelly, please feel free to explique aussi un petit peu ton parcours et d'où tu viens, etc. Je pense que c'est aussi intéressant. D'accord. Une introduction très brève. Bonjour à tous, je suis ravie d'être parmi vous en fait pour discuter, vous faire remonter en fait quels sont les besoins du terrain. C'est ça que je vais faire. Je vais vous raconter en fait nos rencontres qu'on a avec les acteurs de terrain, qu'est-ce qui les questionne, de quoi ils ont besoin, etc. Je vais juste partager maintenant mon écran en 2 mots pour vous dire d'où je viens en fait. Donc j'ai un profil assez hybride, c'est-à-dire que j'ai travaillé dans des administrations et j'ai aussi fait de la recherche en parallèle. Donc je suis architecte de formation et puis j'ai travaillé aussi sur l'aménagement du territoire. J'ai fait ma thèse en environnement à l'Université de Lausanne. Ensuite, j'ai dirigé des projets de recherche-action, donc de recherche en fait en faisant dialoguer des acteurs de terrain et des chercheurs sur l'agriculture, sur la transition énergétique, où j'ai dirigé une plateforme de recherche qui s'appelle Volteface, où il y avait 12 projets de recherche, en fait 12 équipes de chercheurs qui travaillent sur les aspects sociaux de la transition énergétique. Et maintenant, j'ai le plaisir de diriger le Centre interdisciplinaire de durabilité. Je vais juste vous montrer, donc moi je pars de là, je pars des expériences en fait qu'on a au centre avec ces acteurs. Donc là, ici, je ne vais pas rentrer dans tous les détails de ce que fait le Centre de durabilité. C'est un centre qui est rattaché à la direction d'UNIL et qui a ses grandes missions, on va dire, c'est de travailler sur la question de l'enseignement de la durabilité à l'UNIL et travailler aussi sur tout ce qui est recherche et recherche collaborative avec le terrain. Donc, on stimule des recherches interdisciplinaires sur la durabilité. On travaille avec de nombreux chercheurs qui sont présents dans toutes les facultés de l'université avec des partenaires de terrain. Donc, vous voyez quelques logos. C'est essentiellement des administrations publiques. C'est aussi des acteurs du monde culturel, des artistes, des médecins, des acteurs associatifs, et puis un certain nombre de citoyens, etc. Donc voilà. Donc moi, je pars de là et donc je vais vous raconter un peu ce qu'on voit. Mais avant de vous raconter quels sont les besoins du terrain, je voulais prendre quelques minutes pour vous dire, mais qu'est-ce qu'est un plan climat finalement ? Un plan climat, c'est un plan en fait qui est souvent une réponse à des pressions politiques et sociales. Donc, et cette pression active en fait la mise en place d'une stratégie ou d'un programme de réduction des gaz à émissions, de réduction des émissions de gaz à effet de serre, mais aussi un volet d'adaptation en fait des territoires au changement climatique. C'est des stratégies qui se font surtout à l'échelle des villes ou des cantons. À ma connaissance, je n'ai pas connaissance de plan climat qui soit à l'échelle régionale. Donc, ces plans climat, c'est un peu comme c'est des politiques, en fait, un peu chapeau,
qui ont pour but de coordonner d'autres politiques publiques qui ont un effet sur le climat. Donc, c'est un peu comme les politiques d'aménagement du territoire où on essaye de coordonner tout ce qui a un impact sur le territoire. Là, c'est la même chose, mais on essaye de coordonner tout ce qui a un impact sur le climat. Et donc, ça implique de mobiliser autour de la mise en place et de l'élaboration de ces politiques tous les services en fait, qui travaillent dans une administration. Donc, ce plan climat, il fixe des objectifs à des horizons temporels donnés. Classiquement, actuellement, dans les administrations, on voit que c'est souvent la neutralité carbone pour 2050 et une réduction de moins 60% des émissions pour 2030. Et puis, les plans climat, ils décrivent une liste de mesures par secteur. Ce qu'on retrouve souvent, c'est la question de la mobilité, la question de l'énergie, des biens de consommation et de l'aménagement du territoire. Et pour chaque en fait, secteur, il y a des objectifs, une estimation des objectifs de réduction des émissions. Le plan climat, il mobilise un certain nombre d'outils aussi, qui sont des outils qui servent à son élaboration, comme les bilans CO2, ça c'est pratiquement à chaque fois réalisé, ou tout ce qui est carte des îlots de chaleur urbains, par exemple. Et puis souvent, ils impliquent en fait la population. Alors ça peut être soit ils la font participer à coproduire le plan climat, soit ils la consultent en fait sur la teneur du plan climat. Donc ça, c'est la théorie. En pratique, comment sont produits les plans climat actuellement? Alors, ils sont produits dans un contexte d'urgence politique. J'ai mis entre parenthèses plus que climatique, parce que c'est souvent le besoin des politiques en fait, de répondre à cette pression sociale. C'est aussi le besoin des politiques en fait, il y a des échéances politiques, des élections, des choses comme ça, de mettre en place ces stratégies. Alors, c'est des plans climat qui sont produits du coup avec des temps très courts, alors que c'est des politiques très complexes, comme je vous l'explique, qui doivent prendre en compte énormément de domaines, et ils sont mis en place environ entre 6 mois, ils ont à peu près 6 mois et 1 an, souvent les équipes, pour le mettre en place. Donc, c'est très, très peu de temps. Les équipes sont très réduites, c'est environ 1 à 2 personnes, voire 3 personnes qui sont mobilisées. Et ces personnes sont chargées de coordonner et de mobiliser l'ensemble des services. Mais dans ces services, les personnes qui sont répondantes, souvent, c'est une tâche qui se rajoute à celles qu'elles ont déjà. Ensuite, elles n'ont pas forcément toutes les compétences nécessaires. J'ai des souvenirs je trouvais assez intéressant qu'il y ait des services qui m'appellent, des services cantonaux, par exemple, qui m'appellent en me disant écoutez, moi je travaille sur des questions de santé, je suis très expert là-dedans, on me demande de produire des mesures pour le plan climat, mais qu'est-ce que je mets en fait? Parce que nous, la santé, c'est pas forcément à voir avec le climat, etc. Donc c'était intéressant de voir qu'il leur manquait en fait des éléments pour justement participer à ces démarches de plan climat. Et c'est important aussi de les mobiliser, ces services, parce que sinon, c'est des freins potentiels à l'interne, parce qu'ils ne vont pas comprendre les mesures, ils ne vont pas s'y impliquer, et donc du coup, la stratégie n'aura pas l'ampleur et la répercussion qui était imaginée. Ensuite, ils sont produits souvent avec des objectifs qui sont assez flous. Je vous disais, par exemple, neutralité carbone 2050, mais souvent, les interprétations de ce qu'est la neutralité sont assez diverses et variées, ou sinon les objectifs sont fixés de façon, je dirais, un peu bling-bling, c'est-à-dire qu'on va se dire, c'est à qui va décréter la neutralité le premier, en disant, moi, je serai neutre en 2030 avant les autres qui seront en 2050, etc. Ce qu'on voit aussi, c'est quand les équipes commencent à démarrer sur les plans climat, se rendent compte que l'échelle à laquelle elles travaillent n'est pas forcément la bonne, en fait, pour réduire les émissions. Si, par exemple, vous travaillez à l'échelle d'une ville et que vous travaillez sur la mobilité, peut-être ça aurait été plus intéressant de travailler à l'échelle d'un bassin de population. Et ce qu'ils voient aussi, c'est qu'en travaillant sur les mesures potentielles, c'est qu'ils ont une marge d'action limitée. Si vous prenez une ville, la question, c'est alors de se dire, mais finalement, moi, je suis une ville, quelle est ma marge d'action, par exemple, par rapport aux émissions indirectes, par rapport aux biens de consommation? Qu'est-ce que j'ai le droit de faire, pas de faire? Ça, c'est une question qui se pose aussi souvent. Ensuite, ils mobilisent un certain nombre d'outils. On parlait des bilans CO2, mais ces bilans, ils ont énormément, comme vous le savez sans doute, énormément de marge d'incertitude, de marge de choix aussi qui sont faits derrière. Donc, ils sont utilisés et vraiment comme si c'était le Graal finalement, mais en fait, ils sont pleins d'incertitudes. Et donc, du coup, ça pose aussi un certain nombre de questions. Ensuite, ces plans climat, ils n'ont pas vraiment de vision. Finalement, un plan climat, c'est quand même une vision de société derrière, sur comment on va vivre en fait dans une société qui devient neutre en carbone. Et là, souvent, il n'y a pas de vision. Il n'y a pas de vision politique, il n'y a pas de vision stratégique qui ancre en fait le plan climat. Et puis le plan climat, ça devient finalement
un relevé de mesures déjà existantes ou planifiées. Le processus habituel, c'est d'aller voir les gens dans les services et de leur dire, voilà, il va falloir produire le plan climat, envoyez-nous toutes les mesures que vous avez en cours, qui vont dans ce sens-là, et envoyez-nous un peu les trucs que vous aviez planifiés. Donc du coup, en fait, ce n'est pas articulé, c'est vraiment un peu une liste au Père Noël pour l'instant, ces plans climat, parce qu'il n'y a pas le temps, en fait, de les articuler. Il y a certaines thématiques qui manquent. Par exemple, la thématique de l'emploi. On va vers une société neutre en carbone, ben, peut-être que les garagistes ils vont avoir moins de travail. Et puis, comment on va faire justement pour leur donner des perspectives aussi là. Souvent, on ne perçoit pas ces enjeux transversaux. Et puis, souvent, les mesures, elles ne sont pas à la hauteur des enjeux. C'est-à-dire qu'on va faire des mesures, on va dire, ah ben, la mesure, ça va être, on veut réduire l'objectif, c'est de réduire par exemple 60% des émissions liées à l'alimentation, et la mesure, c'est de former les cuisiniers. Et c'est la seule mesure. Et donc voilà, on voit que ce n'est pas à la hauteur. L'évaluation, elle est très grossière, en fait, des impacts prévisibles des mesures. Souvent, elle est faite un peu de la manière dont peuvent le faire les services, et souvent, ils n'ont pas d'éléments quantitatifs, donc ils le font en faisant des estimations à l'interne, en fait, des administrations. Et puis, si en théorie, la population devrait être mobilisée, en fait, on se rend compte qu'elle l'est très peu et qu'il y a énormément de dissonance dans les messages qui sont produits. On va dire qu'il faut que tout le patrimoine bâti du canton de la ville soit rénové, mais on se rend compte que les écoles ou les bâtiments communaux ne le sont pas. Donc voilà, quels sont les besoins maintenant? Sur quoi est-ce qu'il faudrait que nous, communauté scientifique, nous travaillions? Alors tout d'abord, sur tout ce qui est transfert de connaissances. On part d'assez loin, en fait, et je suis toujours assez surprise, en fait, quand on discute avec des acteurs de terrain qui sont très compétents, en fait, dans leur domaine et qui n'ont pas eu la possibilité, en fait, de se former aux dernières connaissances, en fait, sur les problématiques environnementales, sur, par exemple, les limites planétaires. Souvent, c'est un concept qui est encore très peu connu. L'articulation des limites planétaires avec tout ce qui est le concept de bien-être, par exemple, tout ce qui est les donuts economics, les trucs comme ça, en fait, ils sont pas encore au courant. Donc, on a vraiment du transfert de connaissances à faire sur des connaissances générales, aussi sur des connaissances générales, mais sur les impacts, en fait, locaux et congrès du changement climatique, parce que souvent, ils ne perçoivent pas le problème, il est chez les autres, mais nous, ça va aller, il va faire un petit peu plus chaud, mais ça va, et ça, ils ne se rendent pas compte que ça va perturber ça va les toucher en termes de perturbation, par exemple, des flux d'approvisionnement alimentaire, etc. Donc là, il faut aussi qu'on alimente avec des données. Sur les orientations, les raisonnements, on voit aussi, je vous parlais, ils n'ont pas conscience en fait, de l'ampleur de la tâche à accomplir. Nous, on a fait un travail pour le canton de Genève qui était assez intéressant, où on a fait des scénarios de neutralité carbone et on leur a montré qu'en fait, il n'allait pas suffire uniquement d'améliorer la situation, enfin, il n'allait pas suffire de petites mesurettes, de favoriser le covoiturage pour arriver à la neutralité. Et on a fait des scénarios pour leur montrer en fait la hauteur de la marche. Alors, ça peut paraître un peu évident, si on a un canton qui doit passer, par exemple, de 12 tonnes d'émissions CO2 par année par personne à 1 ou 0, on se rend bien compte qu'il va y avoir un changement assez majeur, mais on n'a pas conscience. Et les services n'avaient pas conscience que ça remettait en question, par exemple, le parc automobile, qu'il allait falloir énormément le réduire, qu'il allait falloir consommer différemment et beaucoup moins, construire sans doute moins, etc. Donc voilà, là, il y a vraiment aussi un travail à faire qu'on peut nous amener, les chercheurs, je pense, et leur montrer en fait l'ampleur de la tâche à accomplir, les raisonnements aussi, qu'il faudra plutôt questionner, par exemple, notre mobilité, ensuite transférer sur d'autres modes de transport et ensuite améliorer, mais pas commencer nécessairement par améliorer. Donc, il y a aussi des questions, enfin, quand on va dans les communes, il y a toujours la question, oui, mais la liberté individuelle, les questions, donc il y a aussi un travail à faire sur les concepts, sur ce qui est une norme sociale, etc. Et puis, finalement, il y a des besoins surtout, en fait, je dirais, sur l'ensemble des thématiques à traiter, d'amener en fait les connaissances de la recherche, que ce soit sur la mobilité, l'énergie, la captation du CO2, l'adaptation, la consommation, enfin, sur toutes ces thématiques, il y a vraiment un besoin de transfert de connaissances. Puis, il y a un transfert aussi de connaissances sur les mesures qui seraient intéressantes de mettre en place. Il y a peut-être des études en fait, qui ont déjà été faites sur un certain nombre de mesures qui existent, et donc leur transmettre en fait, ces connaissances, et que ce ne soit pas uniquement des mesures qui visent l'amélioration technique ou les incitations économiques, mais qui traitent par exemple sur les changements de comportement, comment on peut changer des comportements, comment il faut mettre en place des gouvernances qui soient intéressantes, et puis finalement des transferts de connaissances aussi sur toutes les innovations sociales et techniques qui sont en cours. Alors, les besoins en termes de recherche,
Là, j'en ai listé un certain nombre. Je suis désolée, mon PowerPoint est vraiment pas très joli, mais il permet en fait de montrer les types de problématiques sur lesquelles on devrait travailler, notamment sur les questions de récit et d'imaginaire. Alors ça va paraître un petit peu bizarre. Je l'ai mis en premier parce que pour moi, c'est un de ceux qui est le plus important. Et d'ailleurs, c'est un de ceux des problématiques qui ressort tout le temps quand on travaille avec ces acteurs de terrain, c'est comment finalement, quels sont les imaginaires qu'on a à disposition, quels sont les récits. Parce que finalement, c'est sur ça qu'on va ancrer l'action. On a besoin de récits, on a besoin d'imaginaire pour pouvoir avoir des modes de vie en fait, qui iraient vers cette neutralité carbone et cette durabilité. Et ça ne suffit pas uniquement, je parlais avant, donc le premier axe, c'était de transférer des connaissances. Alors, c'est très bien de transférer des connaissances, mais il faut aussi voir que, en fait, ce qu'on voit, c'est que l'information, ça ne suffit pas à changer des comportements et changer des comportements, et donc il faudra aller plus loin et travailler sur ces questions de récit et d'imaginaire. C'est aussi des besoins, c'est aussi de proposer des visions, que nous, universitaires, on propose des visions, des idées de stratégie pour arriver à cette neutralité carbone. En fait, les acteurs des terrains attendent beaucoup de notre créativité pour proposer ces pistes qui seraient possibles. Il y a aussi beaucoup de besoins sur la nécessité de permettre, en fait, de comprendre en fait, l'impact de ces stratégies climatiques, la manière de les rendre plus agiles, en fait, de faire que ces stratégies climatiques, ces politiques publiques, elles permettent d'activer une rupture, de travailler au fait, sur la gouvernance, sur les freins qui font que ces stratégies n'arrivent pas souvent à avoir l'impact qui était pensé. Un gros travail aussi, ça serait sur comment évaluer l'impact environnemental des mesures, comment évaluer le coût en fait, de ces mesures et le bénéfice aussi économique de celles-ci. Il y aurait pas mal encore de recherches à faire en fait, sur les thématiques que j'ai citées précédemment, notamment les thématiques qui sont transversales. Je parlais de l'emploi, l'aménagement du territoire. Je pense qu'il y a aussi énormément de choses à faire et je pense que les urbanistes sont assez en retard en fait, sur ces thématiques-là. Il y a aussi un travail aussi de recherche à faire sur les mesures. Par exemple, la conciliation des intérêts des propriétaires et locataires, c'est pas très glamour comme ça, mais tant qu'on n'arrivera pas à résoudre, à modifier en fait le droit du bail, par exemple, on n'arrivera pas à isoler ou rénover notre patrimoine bâti. Donc là, on a besoin de chercheurs pour trouver une solution en fait. Et de voir aussi sur ces thématiques comment les articuler. Il ne suffit pas d'être sectoriel, il faut vraiment avoir un ensemble en fait, articulé de propositions. Et aussi sur, bien sûr, de faire de la recherche sur l'innovation technique, l'innovation sociale, sur des concepts, etc. Les besoins, c'est aussi des besoins d'outils. Il faut qu'on leur donne des ressources méthodologiques. Comment on fait finalement de la prospective? Comment on applique des concepts qui existent dans la recherche? Comment on fait de la participation? Il y a aussi besoin de ressources thématiques, de fiches, en fait, de fiches, par exemple, sur la mobilité. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Comment il faudrait prendre le problème? On propose de faire des inventaires, en fait, de mesures de plan climat. Par exemple, ça, les fiches et les inventaires de plan climat, on les a réalisés dans le centre, par exemple, pour soutenir la ville de Lausanne. Aussi voir au fait comment on pourrait évaluer les mesures, comment on pourrait faire de la formation continue, comment on pourrait aussi offrir des espaces de discussion à ces acteurs qui ont besoin en fait, d'échanger entre eux. Et puis l'université, ça pourrait être le lieu qui permet ça. Et puis aussi des espaces, des outils aussi par rapport à l'éco-anxiété. Il faut voir que c'est des équipes qui sont sous pression et qui travaillent sur des thématiques qui sont quand même difficiles et donc qui ont ces syndromes d'éco-anxiété. Et puis, je dirais pour finir, en fait, que les besoins, c'est aussi du terrain, c'est aussi ils nous demandent en fait de questionner la manière dont on fait de la recherche. Et puis, je crois que là, ce qui est important, c'est notre posture en tant que chercheur, c'est de se dire, si on croit en ce qu'on sait, qu'est-ce qu'on ferait? Si on croit en effet qu'il y a un changement climatique qui va avoir des impacts énormes, qu'est-ce qu'on sait? Et là, je pense que ce qu'attendent les acteurs de terrain, c'est aussi qu'on s'engage plus fortement. Alors, nous, chercheurs, nous, étudiants, nous, communauté universitaire, sur ces questions de plan climat. Donc, mieux communiquer, bien sûr, partir aussi des besoins du terrain, vraiment écouter quels sont les besoins et essayer d'y répondre, mener un certain nombre de projets collaboratifs avec eux, de la recherche transdisciplinaire. On a énormément de projets aussi qui sont sur ces aspects-là. On va relancer une plateforme volte-face. On a des projets du jour d'après où on fait à chaque fois travailler des acteurs de terrain et des chercheurs. Expérimenter peut-être sur les campus aussi. Et puis aussi, un des besoins que je sens aussi assez fortement sur le terrain, c'est d'avoir des généralistes sur la durabilité. On a beaucoup de spécialistes,
et le cursus académique pousse, en fait, la carrière académique pousse à être très spécialisée, mais là, on a besoin aussi de généralistes qui arrivent à articuler en fait, ces mesures et à les transmettre en fait, aux acteurs de terrain. Et puis finalement, ce dont on a besoin, c'est d'une communauté active d'étudiants et de chercheurs sur les problématiques climatiques. Donc, vive Climact, parce qu'on a vraiment besoin de ressources sur ces éléments-là. Et donc, au Centre de durabilité, on est très content de participer à l'aventure de Climact. On a beaucoup de projets en cours. Et donc, du coup, on serait très heureux aussi de pouvoir compter sur vous, chercheurs et communautés scientifiques, pour nous aider sur ces projets. Donc voilà, on pourra en rediscuter un peu après. Voilà, merci beaucoup. Thank you, Nelly. Thank you, Julia. Hello, everybody. My name is Athanasios Othanos Nennis, and I'll moderate the remainder of the seminar today. It is my honor and pleasure to introduce Julia Schmale, who's an assistant professor and Ingvar Kamprad Chair and Director of the Extreme Environments Research Lab at EPFL. And she will give a talk on Arctic and rapid transition, the art of not running behind. Julia, whenever you're ready, please share. Yeah, thanks very much, Thanos, for the nice introduction. Let me just see if I can get the laser pointer going. Okay, so I hope that works. Yeah, so I was tasked to speak about a region far away and how that could inspire Climact. So in my case, that's the Arctic, and this talk is going to be about the Arctic in rapid transition and the art of not running behind. Before I start, I wanted to draw your attention to the background image here, and maybe while I speak, pick a spot on the Arctic map where you think this image was taken. And then if you wanted to share this in the chat before I actually reveal now where this is, if you're surprised or not. So I'm going to share this now, and it would be nice to get your thoughts in the comment section. So this picture was actually taken 2 years ago, very close to the North Pole, in the pack ice. And I think this image speaks a lot, because before going there, I would have thought at the North Pole, we still have a blanket of ice, a thick blanket of ice, where we do not see the open water as we see here, and where we do not have as many melt ponds, but we do. And so this talk is a little bit about these rapid changes that are going on there. Before I continue, I just wanted to quickly tell you about the Extreme Environments Lab. It's a member of the Alpol, which is located in Sion. You see that on the map. We started a year ago, and our mission is really to study the extreme environments, because they're very sensitive to climate change, and they're changing at accelerated rates. Most of us have a background in atmospheric sciences, but we aim to actually create integrated process understanding. So we look at the interaction between the spheres: atmosphere, cryosphere, ocean, land, biosphere, but also human activities, because climate change obviously has to do with human activities, but there is also natural processes that contribute and change because of climate change. And the 3 images down here tell you our main study regions, so the polar regions, but also the Alps. So why do we actually care about the Arctic? Well, from a very selfish perspective, we live in the mid-latitudes, and what happens in the Arctic does not stay in the Arctic, it will influence the mid-latitudes. And this map here shows you this phenomenon which has been coined warm Arctic, cold Russia. So this is in winter, where you see the difference between the end of the 80s and 2016, how much the Arctic has warmed and how much colder the Russian Arctic has become during winter. So this clearly shows that we can have an interest in what's happening in the Arctic, because it influences the weather patterns we experience here. The next point is that we're all aware of that. A global sea level rise is an issue. There is not only sea ice in the Arctic, but there is also land ice, like the Greenland ice sheet, which can contribute to sea level rise. So here on top, you see this. And then depending on which emission scenario we think might be more realistic, by the end of the century, the contributions could be quite large. So within Europe and other regions in the world, this will have quite an impact. The
next point why we could be interested in the Arctic, or why people around us could be interested in the Arctic, are natural resources. So there's quite geopolitical interest, because it is thought that about 30% of the natural gas and 13% of the natural oil reserves can still be found in the Arctic. And on this map, you see the orange spots tell you prospective areas and reserves. The brown ones in the Arctic Ocean have a high potential to have oil and gas, and then the yellow ones on land. So we can anticipate that there might be such socioeconomic activities in the near future, which will have all kinds of impacts locally, regionally, and globally. The next point is that when we think of the Arctic, it's not just this one homogeneous region, the Arctic, because you see in region 1, this is the pack ice. Region 4 is the Greenland ice sheet, which is up to 3 kilometers high. Region 3 is a Canadian archipelago, which again is very different from the tundra that you would find in other parts of the Arctic, like in Russia, where you also have these large rivers who bring nutrients, debris, and so on into the Arctic Ocean and change the marine ecosystems quite importantly there. So that's another point to take into account, because regional differences also mean there is unique processes. And then, of course, there's people living in the Arctic, and they have lots of cultural heritage to share and to protect, and lots of traditional knowledge, which we as scientists can make use of. So these are all points that are important, and why we care about the Arctic, why we research the Arctic. Now the question is, so what is happening in the Arctic, and why is that so quick? We know partly why it is so quick, but I'm actually not going to dwell on the climate drivers for the quick change, but I'm going to show a little bit how this change is happening and what I mean by fast. So one point is the Arctic amplification, which basically is a term for the amplified warming in the Arctic region compared to the rest of the globe. When you look at the map here, you see that most of these red colors, which denote the temperature difference between the 60s and 2019, are located up here in the Arctic. And also, if you look down here on the graph, this is the South Pole, this is the North Pole on the right, you see that this amplification mainly happens north of the Arctic Circle. So this shows us that the Arctic is warming more rapidly, 2 to 3 times than the rest of the globe. And if you put that into local terms, these are temperature observations from Svalbard. This is a time series from weather stations there. And if you look into this box, since the 1980s, there has been 0.83 degrees C temperature increase per decade. So that does not need much explanation. This is really a very rapid change. Then another point is the retreating sea ice. This graph shows you the variability since the year 600 up to now. And this red box that I put shows you roughly the natural envelope of variability in that time. But then if you look at what's currently happening, this has the shape of the general great acceleration curves. You see that we're far beyond the natural variability. And since we have satellite observations in the 70s, we can say, or we have measured by these satellite observations, that almost 40% of the sea ice has retreated. And I just want to give a quick example of this year, because we participated in an expedition, the Mosaic expedition, which lasted from September last year to October this year. So our minds in my lab have been a lot on the Arctic. And this image shows you the annual cycle. The gray line in the middle is the median from the 80s up to 2010. And then the minimum, the absolute minimum record was in 2012 for the sea ice extent. This is always happening in September. But then this year now, 2020, has been quite special because we have the absolute minimum in springtime, but also now in fall. So fall has been up to 12 degrees warmer than in previous years. And so this will also have repercussion for sea ice formation so late in the year.
And we see that all these record-breaking years are happening now in the most recent years. So this is, again, an accelerated change. And just a quick note on how our model's doing or coping with this change. Actually not so well. The job they do in predicting sea ice extent could still be a lot better. One of the main caveats here is that we're lacking information on a very simple measurement, and this is the snow depth or the thickness of the snow layer on the sea ice, because this is very important for the mass balance and the energy balance. And this is one of the rather trivial measurements that you would do if you lived nearby or had your research institution nearby, but it's a very complicated measurement if you need to do it remotely. So this is one of the challenging things we're facing with predicting sea ice extent. And now, to keep you entertained a little bit, this is a little calculation, or let's say an estimate that each of you could do, and then type your response in the comment section, and we'll see if somebody has a good estimate to what would really be the time, or how long would it take to melt all Swiss glaciers with the additional energy that the Arctic Ocean would receive in 1 year if all the sea ice were gone. So just make a guess, put it in the comment section, and then we can come back to it later. And I'm very curious to see if anybody's near what it really will take. I can tell you I was far off when I tried the first time. Another point is permafrost thaw, but also thermokarst. So permafrost thaw is a relatively slow process where the permafrost areas are melting or thawing, as the name says, but there is also a phenomenon called thermokarst, and this is shown here illustratively by a PhD student who twittered this. And he was doing research in the area depicted, and this is just the difference between 5 years, and you see a significant difference here. And what happened is that underneath the wood, there was an ice layer in the soil, and this melted, and then the soil destabilizes and forms this thermokarst lake. There is also other phenomena associated to thermokarst, so you can have hill slopes that then basically also collapse, and you have something like landslides. This is a very new research topic. There is not much data out there. There's a very recent publication where the authors show that this rapid change can actually have long-lasting consequences for net radiative forcing. So the two lines here, the CO2 and the methane, they would significantly contribute to net radiative forcing, and they would be released from such thermokarst events. And at the same time, the gray line shows you the net ecosystem carbon balance, which would be negative. So it means generally this would be an emission of carbon to the atmosphere. And just to put it here again, so the current models, the climate models, take into account the slow thaw. So that's the permafrost thaw. And depending on the emission scenario that you pick, you can have a net carbon uptake or release from this permafrost thaw action. However, if you take into account the thermokarst events, so all the rapid changes, then it's highly likely that there will be a net carbon emission in the future from the Arctic permafrost areas. So this is a new phenomenon that first needed to be identified. Now it's identified, but now it needs to be quantified. So this is a critical aspect here. And then the other thing you've probably heard about is Arctic greening. As it becomes warmer, permafrost thaws, etc., it's possible for plants to actually occupy the space. And this is a map that shows you the difference between 1984 and 2012. And most of the parts in North America actually started greening. So this is the green areas on the map, and then the brown ones would be where there is less greening. This was published in 2016, and the same year, another group put out a commentary piece in a journal where they
talk about Arctic browning. So this is exactly the, not the opposite, because first you need to have plants in the Arctic that can brown. But what it shows us is that there is multiple processes in the same domain, like plant growth, where you have the greening, but at the same time, there's also pressure on the vegetation that they turn brown. So for the carbon balance, this is very important to understand what is happening and why is it happening. And then there is the fires. So this has been in the media quite a lot this year and last year as well. The map shows you the Arctic Circle, and then all the orange spots are fire counts in Siberia and North America. And then the grayish area show you where peat is. And this is something that has been not really discovered, but put forward in the scientific literature a lot, that the peatland can continue smoldering. So you basically have permanent fires with the emissions in these regions, and they've been called zombie fires. And they don't only happen in North America and northern Russia, they also happen around Greenland. And Greenland is probably not a place where you would have imagined to see fires. If you look at what's in the social media, this has been also quite a hot topic there, and somebody put forward this this timeline. So the darker the color, the more recent the year, and how the fires are moving northward. So you can see the Arctic Circle is denoted by the gray line here, and then many of the dark red colors are actually north of the Arctic Circle. So this is really a critical issue within the Arctic, and in the more recent years we go further and further north. The Copernicus atmospheric modeling service, CAMS, has also come up with an estimate of how much carbon that's being emitted to the atmosphere. And the different colors of the line show you the different years, which are shown here. And you see this tremendous rise for the very recent years. So this is not something that has been monitored in only the past 5 years. This is something that has been looked at for a number of years. And we can see, again, all these record-breaking emissions happened in the very recent years. Fires do not only emit carbon or CO2 to the atmosphere, they also produce fine particulate matter, like PM2.5. So this is particles smaller than 2.5 micrometers in the diameter. And this is where the human dimension comes into play again. We have more than 4 million people living in the Arctic. And this is an example for Fairbanks here, where you see the annual cycle of PM2.5. The red dashed lines show you the legal limit values for the air quality regulation. And now the red arrows, they show you when the fires happened. And 2009 has been a very important fire year in the US. And then you see that you are above the legal limit values. And this happens occasionally. This time series is only until 2013. But you can imagine, if you anticipate in future years, there might be more pressures on the local population due to emissions from the forest fires. And this is a serious health issue. And together with that comes all the exceedances during wintertime. So that's the green arrows here. This happens because of the strong inversions, something we also experience in the Alps, and you get all the pollutions trapped there. Now, if you think about what might happen in the future, so anticipate, then air pollution is a serious problem, and it will affect more people in the Arctic because population is growing, particularly in the urban centers. And if you think about the socioeconomic opportunities in the area, then there will be even more people and more local activities contributing to this issue. And now this seems all a little bit like very difficult to grasp, because there is so many different changes in the Arctic on so many different fronts that affect either the ocean, the biosphere, the land, or the human dimension. And I think this is really where Climact, or the concept behind Climact, comes into play, because how can we address such a huge challenge? So the idea of observing, with the observations we understand, then
once we understood, we can enhance our observations, but at the same time, we can also inform our models, which can then help us anticipate what is happening here. And once you can anticipate, you can again better model, and you can get more information on what you actually need to understand and enhance your observational network. And I think if we wanted to brainstorm later a little bit, we can come up with a number of relevant questions for the CLIMAC community. So what's the data that is out there? We have rapid changes to look at. Do we have enough long-term monitoring data to actually be able to say what is changing? So is there old data we can use, and what would be the new data that we need to document this change? Then a particular challenge is actually this natural baseline, which is moving. So the environment is very dynamic in the Arctic at the moment. And do we understand all the relevant linkages between the spheres, the different ramifications of what that means? Or do we need further process level studies to actually capture that? And we need to capture that to actually improve our models. So where are our models at? Can we simulate this change between the different compartments of the environment and then extrapolate? Because if we can't extrapolate, it's also difficult to anticipate. And I think it's part of our job that we could assume within CLIMAC to come up with a vision for what might happen in the future and how can we respond to that. And this is then where it comes to stakeholder engagement and the communication. Now, coming to the end, I wanted to go back to the first slide that I showed, and I chose the title on purpose, the subtitle, The Art of Not Running Behind, because you can easily transform this title into Alps in rapid transition. Now, somebody could give a twin talk about what I just did for the Arctic, but focus on the Alps. And the background image here shows you just the temporal evolution of the Rhone Glacier in Upper Valais. And just to trigger a couple of thoughts, I jotted down a couple of notes. So why would we care about the Alps? There's more than 14 people living in the Alps. Within Switzerland, it's about 1 million. The population here will also increase, particularly in the urban centers, while maybe the more remote valleys will lose population. We have a water resources issue. Glaciers are retreating, and we might just end up with seasonal snow covers in the high mountains. We have the natural hazards. It's not exactly the thermocast events I described before, but we have the vertical component with gravitational forces, so landslides, floods, etc., very important. The local economy, agriculture is important, vine cultivation, for example, tourism is very important in the Alps. And then in the end, it's really about managing this delicate symbiosis between utilizing the alpine environment and protecting it. And so Switzerland has come up with a number of climate scenarios, and this image shows you here for winter and summer what temperatures might be in the future. Just thinking of Sion, where we're located, so in the middle of the century, if we had 4 degrees more in summer, it's already very hot. So this is clearly something where we have done the anticipation, and here action is needed. How can we adapt to this because this is on a trajectory already where we have limited wiggle room to maybe not have such a strong temperature increase. But then if you look at the special report for the ocean and cryosphere under climate change, they did an assessment of what might change in the alpine regions. So that's the Alps in Europe and the Pyrenees. And they attributed confidence to what we know. So there's lots of 3 points, couple of 2 points, 1 point, but there is also empty boxes. So how will fires develop in the Alps? What will happen to the forests? What about agriculture? What about migration? And I think this is where CLIMAC could make a contribution. So clearly in these empty boxes, anticipation is needed. And I think there's lots of competencies around at UNIL and EPFL that we could address some of these challenges. And to finish off, I'd just like to show this slide again and leave this for the further discussion. And I thank you for your attention.